Cancellara. En 2004 à Liège, en 2007 Cancellara s'était imposé à Londres et en 2010 à Rotterdam. Alors vous me direz, c'est vrai qu'il y a eu un contre-la-montre à Monaco, mais on ne le considérait pas comme un prologue, c'était trop long, on disait que c'était une première étape, c'était une étape contre la montre. Donc c'est vrai qu'on pourrait pousser le bouchon en disant que lors des que les 4 des 5 derniers ont été remportés par Cancellara, mais ça n'est pas totalisé comme un prologue. Au contraire de Strasbourg, c'est le seul où Cancellara n'a pas gagné, Strasbourg en 2006, avec victoire de Duschoft. Voilà, exactement, et ça va être intéressant, comme je le disais tout à l'heure, de rééditer cet exploit comme ça 8 ans après sur le même circuit de Liège, même si Cancellara est encore considéré comme le spécialiste. Il a, je dirais, l'esprit déjà tourné quand même un peu vers Londres, mais il est clair que Liège, c'est un rendez-vous très important pour lui, pour son équipe et pour le futur de cette formation Radio Shack, non seulement sur ce Tour de France, mais pour un petit peu plus loin. Alors que Adam Hansen va en finir avec une place dans le top 10, et oui, même juste devant Quinziato, la 6e place pour l'équipier de Greipel. Et donc je vous rappelle que c'est donc pour me faire plaisir, pour me laisser dans mon ambiance habituelle, un Ukrainien né à Kiev qui est donc pour le moment c'est la transition en tête du Tour de France, qui a réalisé donc le meilleur temps dans ce prologue. Il est champion national de son pays et il a gagné pratiquement toutes ses courses dans des chronos. Voici Knees, qui est un élément important pour Wiggins, parce que c'est un des rares coureurs capables de faire la transition entre la plaine et la montagne. Il n'accompagnera pas évidemment, regardez, il fait un très beau temps, il se place juste derrière Kittel, 3e temps. Ça n'est pas une surprise du tout de voir Knees réussir ça. Il peut aller très loin dans l'effort. Je disais, c'est un garçon qui n'accompagnera pas Wiggins comme pourront sans doute le faire les Rogers, Froome ou Richie Porte, mais il ne lâchera sans doute pas aussi vite non plus qu'un Heysel et a fortiori qu'un Cavendish. Voilà, et c'est un coureur qui risque de devoir tirer de longs bouts droits ici sur ce Tour de France. Je crois qu'au sein de cette formation Sky, la sélection a été difficile à réaliser. Et je crois que du côté de Brailsford, on a décidé de faire confiance aux coureurs qui avaient affiché le plus de sécurité possible. Et vous le disiez, Knees, c'est un coureur qui est passe-partout. C'est-à-dire qu'il est capable de passer les premières difficultés d'une étape de montagne. Il ne sera évidemment pas là au pied de la dernière difficulté, mais c'est un maillon très important du dispositif Sky. Et je ne pense pas qu'on lui ait demandé de faire le chrono à 100%, même si on a vu qu'il s'est beaucoup donné. Mais déjà, le fait de voir comme ça un bon temps pour Knees, ça veut dire qu'il est en bonne condition, comme probablement toute la formation Sky. Oui, et je précise pour les non-initiés, il y en a dans le tour, Brailsford, c'est le patron. C'est le manager général, c'est le boss, c'est le big boss. Vous remarquerez aussi que sur ces épreuves, on n'a pas besoin d'embarquer de bidons, c'est-à-dire les coureurs n'ont pas de porte-bidon. C'est aussi au niveau de l'aérodynamisme. Vous savez, Jens Voigt, un des vétérans, qui s'élance aussi. Et donc je vous disais que sur des distances comme celle-là, on essaie d'avoir la meilleure pénétration possible dans l'air, donc le CX le mieux possible. Et les coureurs n'embarquent pas de bidon, c'est pas nécessaire. Ils sont tous faits à peu près entre 30 et 45 minutes de roller avant de s'élancer, puisqu'il faut quand même être très chaud. C'est un effort violent où les pulsations cardiaques montent à 180, 190 sur ces 6 minutes 50 à 7 minutes. Et ce matin, il y a eu un petit décrassage aussi pour habituer le coureur. Donc même si on a l'impression que le prologue n'est que sur une distance de 6,5 km, ça fait pratiquement entre 2 à 3 heures de vélo aujourd'hui pour ces coureurs. Alors Cédric, Jens Voigt, outre bien, nonobstant le fait qu'il soit le plus ancien des coureurs du peloton, sur ce même parcours il y a 8 ans, résultat de Jens Voigt, tenez-vous bien, ce garçon s'était classé de manière tout à fait étonnante à la 7e place, à 11 secondes de Cancellara. Et à Noirmoutier, dans le chrono de 2005 remporté par Zabriskie, qui n'était pas comptabilisé comme un prologue parce qu'il faisait quelques kilomètres de trop pour cela, il s'était classé 8e cette année, 2e du chrono du Tour de Californie. Son temps sera sans doute une belle référence pour nous, de la même manière que celui de cet homme, de Tyler Farrar. Voilà peut-être les deux temps à voir. Et première indication,
de ce que vaut vraiment la performance de Grifko. Exactement, je crois que en ce qui concerne Tyler Farrar, il nous a habitués déjà de très bons chronos comme Jens Voigt qui est aussi en train de monter un peu en puissance, évidemment avec l'âge qui avance, c'est toujours difficile d'être explosif. Vous savez, quand vous vieillissez, les pulsations cardiaques ont tendance à diminuer, surtout à l'effort maximum. Je vous avoue que je ne le ressens pas encore avec vous. Non. Non, je suis très honnête, mais ce n'est que le premier jour. Je ne suis pas sur mon vélo. Et donc du côté de Jens Voigt, ça va être intéressant de pouvoir comparer sa performance de cette année avec celle de 2004. Et là, malheureusement, il risque aussi peut-être de comprendre qu'il a pris quelques années. Exactement. Donc Jens Voigt, dont on attend certainement beaucoup et qui sera aussi intéressant comme point de repère pour ses leaders, hein, ne l'oublions pas. Alors attention, voilà Farrar à l'arrivée, il ne battra pas Grifko, c'est une évidence. Non, et on le voit depuis un bon moment maintenant, les coureurs tournent entre 49,5 et 50-55 de vitesse moyenne. C'est tout de même un très beau temps. 50,7, oui. Plus de 50 km/h. À fond, hein, on le voit. Alors c'est amusant dans l'entourage des favoris, dans l'entourage de Cancellara. Oui, mais pour gagner aujourd'hui, me disaient mes confrères suisses avec qui j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir, attention, il doit être à 100% pour gagner. Et il ne sera à 100%, me disent-ils, que pour les JO. Oui. Donc on l'attend peut-être davantage sur le dernier grand chrono du côté d'Orléans. Bon, on n'en est pas là, mais... C'est vrai qu'il ne faut pas oublier la chute quand même terrible de Cancellara qu'on avait commenté ensemble au Tour des Flandres. Ça l'a perturbé, qu'on le veuille ou non. Alors, l'autre gros favori, Tony Martin, où on dit oui, mais attention, Tony a aussi eu des gros problèmes de santé. N'oubliez pas que Tony, il préfère des chronos plus longs. Attendez-le plutôt à Grenoble dans une petite dizaine de jours. C'est pas à Grenoble, ça c'était l'année dernière, c'est à Besançon, je pense, hein, cette année. Cette année, oui. C'est à Besançon. Je vais me mettre bien le tour dans la tête. Voilà, Oss est aussi un très bon, très puissant équipier pour Nibali et pour Basso. Donc je reviens sur on a l'impression que les deux grands favoris ont dit oui, mais peut-être pas. Est-ce que, par rapport à tout cela, est-ce que l'homme qui pourrait pas être, on pourrait même plus parler de surprise, mais qui pourrait profiter de la situation, ce ne serait pas justement un Liquigas, à savoir Peter Sagan, qui a été terriblement impressionnant dans le chrono du Tour de Suisse. Pourquoi pas? Je crois que du côté de Cancellara et de Tony Martin, on reste prudent dans ces déclarations. C'est-à-dire qu'on veut afficher une performance prudente de manière à ce que si on a une 3e ou 5e place, on dit vous voyez, j'étais pas encore prêt, mon objectif c'est Londres. Mais il est clair que dans la tête de tous ces coureurs et Jens Voigt qu'on a actuellement à l'écran, on fait ce contre-la-montre à 100%. Donc Cancellara va le faire à 100%, Martin à 100%. Et évidemment, c'est les jambes qui vont parler, mais ça prouve simplement que ces coureurs ne sont peut-être pas sûrs à 100% de leur capacité. Ils se gardent une petite réserve. Et il y a quand même des coureurs comme Lieu, Wenstra ou Leipheimer qu'il ne faudra pas non plus sous-estimer. C'est des outsiders, mais qui peuvent faire un bon prologue aujourd'hui où les conditions météo, et ça mérite d'être précisé, risquent d'être les mêmes pour le coureur qui s'était lancé à 14h que pour Cadel Evans qui va s'élancer à 17h17. Et ça, c'est aussi important sur un prologue. Et sur ce qu'il nous a montré à Paris-Nice, mais plus près de nous au Dauphiné, je serais quand même très surpris que Wiggins se sorte du top 5 aujourd'hui. Hein. Ça serait une déception. Voilà. Là, il faut le dire clairement. Je crois que si Wiggins n'arrive même pas à intégrer un top 5 aujourd'hui, ça serait une grosse déception. Candidat au maillot jaune déjà aujourd'hui. Exactement. Et je crois que ça laisserait peut-être aussi déjà planer un petit doute au-dessus de sa tête. Vous savez, on a entendu tout à l'heure avec Laurent Brouillet une interview de Bradley Wiggins et celle de Cadel Evans. Je crois que Cadel a réussi à se prouver à lui-même qu'il était capable de gagner le Tour de France sur l'édition 2011, là où Bradley Wiggins pour l'instant a toujours eu un petit souci. Vous avez vu, hein, on a eu un petit souci au niveau du derrière avant pour Jens Voigt. Ça fait 1 ou 2 secondes de perdu sur un prologue, c'est énorme. Donc je vous disais que le petit souci aujourd'hui pour Bradley Wiggins, c'est que sur tous les grands tours auxquels il a participé, il a toujours eu une journée sans. On l'a vu l'année dernière sur la Vuelta. Et ça, c'est peut-être, je dirais, le côté psychologique qui risque de jouer sur ces 3 semaines. Alors, vous savez, combien de coureurs ont gagné le prologue et dans la foulée le Tour de France? C'est quand même beaucoup plus rare
que ce qu'on pourrait imaginer. Hein. Donc vous souhaiteriez à Wiggins de ne pas gagner le prologue? Mais, oui, peut-être pour lui, mais si je regarde, le dernier qu'il a fait, c'est Armstrong il y a 10 ans, 2002. Il avait déjà fait en 1999, donc 2 fois Armstrong. On a eu 2 fois Miguel Indurain, qu'il a fait il y a 20 ans, et qu'il a fait il y a 19 ans, 92, 93. Et puis si je calcule bien, il reste Hinault et Merckx. Et la raison, je pense que la raison principale, c'est que les coureurs se sont spécialisés maintenant chacun dans leur domaine. Et c'est vrai que le vrai spécialiste du prologue, malheureusement, n'est peut-être pas celui qui passe l'école. Et là, je pense à Fabien Cancellara et à Tony Martin. Donc si Wiggins gagne aujourd'hui, écoutez, là, c'est quand même un candidat potentiel. Ah, alors voilà, Voigt, je vous disais que c'est quand même une machine extraordinaire, ce garçon, qui a donc sa rue et ses parents vivent au numéro 1 de la Jens Voigt Strasse. Et celui-là, il en a aussi connu des déboires. Il sera battu. Mais il est tout prêt. Il sera devant Kittel. 2e place pour Jens Voigt. À 41 ans, à près de 51 de moyenne. Ah, je crois que vous allez dire près de 51 ans. Non. Mais c'est... Il sera peut-être plus là dans 10 ans. Remarquable. Jens Voigt, son dernier prologue, très certainement. Eh bien, 2e. C'est vrai que nous sommes dans une belle ville. Voilà, oui, le palais Curtius qu'on vous montre à l'instant dans cette magnifique ville de Liège. On va vous abreuver de ce genre d'image. Ce palais construit au bord de la Meuse entre 1600 et 1610 par un riche industriel, Jean de Corte, surnommé Curtius, grand négociant d'armes, trésorier et fournisseur des armes du roi d'Espagne aux Pays-Bas. Voici Steve Cummings. Vous savez que Cavendish n'est plus seul du tout, évidemment, avec Wiggins, avec Cummings. Ça, c'est donc un très beau temps aussi pour Cummings. Regardez, il passe juste devant Voigt dans la même seconde. Exactement. Steve Cummings, équipier de Cadel Evans. Un bon transfert d'ailleurs pour Cadel Evans, je pense, pour ce Tour de France qu'il découvre, jeune et talentueux coureur. Et en général, ce qui se passe dans les bus des équipes, vous savez, c'est que quand un coureur comme Voigt vient de terminer son prologue, il vient évidemment donner ses premières impressions à Cancellara sur le braquet à utiliser. Encore un spécialiste, Bert Grapsch chez Quick-Step. Ça va être intéressant aussi de voir le temps de Grapsch. C'est quand même un ancien champion du monde de la spécialité, même si il est plutôt axé sur les longues distances plutôt que les prologues. Mais vous voyez le braquet important qu'il a. On ne tourne pas beaucoup les jambes du côté de Bert Grapsch. Alors chacun son style, on le verra tout à l'heure avec Fabien Cancellara où on tourne vraiment plus les jambes. D'autres coureurs préfèrent utiliser des braquets plus importants. Là aussi, c'est le choix de Grapsch qui peut peut-être surprendre quand on a un départ du Tour en Belgique et qu'il n'y a que 2 coureurs belges dans l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Je rappelle que c'est Devenijn et De Weert, mais il y a des Steegmans, des Maas, des Van Kersbulk, des Vormot, Powels. Il y a pas mal de coureurs belges. Et j'aurais compris qu'on mette Grapsch s'il y avait un chrono par équipe. Mais il n'y en a pas, donc bon, faisons confiance évidemment à ceux qui ont fait les choix. Grapsch, n'oublions pas, est un ancien champion du monde contre la montre. C'était il y a 4 ans à Varese. Et nous voici avec Luca Paolini, un des 2 coureurs italiens de l'équipe Katusha. L'autre, c'est Caruso. Voici Paolini. Oui, qui a déjà beaucoup donné aussi sur les classiques. Voilà, donc c'est un coureur qui est essentiellement là pour aider son leader, à savoir Denis Menchov, qui va essayer lui aussi de briller sur ce Tour de France. Côté de Paolini, on peut mettre en avant évidemment son expérience et probablement sa capacité à intégrer quelques échappées d'ici Paris. Évidemment, bien entendu. Voilà, quand on arrive comme ça sur le Tour de France, vous savez, on a le livre de route et on essaie de cibler 1 à 2 étapes quand on est un coureur de la trempe d'un Paolini, puisqu'il est clair qu'il ne pourra pas gagner en haut de la Toussuire ou même gagner un contre-la-montre. Donc on essaie de viser 2-3 étapes et puis le reste du temps, on se plie aux consignes de l'équipe pour aider ses leaders. Alors allons-nous avoir une bonne référence maintenant pour... En tout cas, il a un gros braquet. Grapsch.
Et on finit vent de face, hein. Il faut préciser aussi aux téléspectateurs, on n'a pas l'impression, on ne le voit pas à l'écran, mais les coureurs, je peux vous assurer qu'à plus de 50 km/h le sentent. Et il est battu, Graf, bien battu. Bien battu. L'effort est un peu trop bref probablement pour lui. Et je pense qu'un braquet est trop important. Vous savez, Graf, c'est plutôt le coureur qui est à l'aise quand on a des longues lignes droites, c'est-à-dire qu'il peut emmener son braquet. Là, c'est quand même un prologue, donc c'est un circuit plus rythmé qui va donner quand même plus avantage à des coureurs capables de changer de rythme. Et là, il y en a deux qui sortent du lot, c'est évidemment Cancellara et Wiggins, peut-être plus que Tony Martin. Alors il va falloir s'habituer à ce nouveau maillot aussi, hein. Du côté de Saxo, on a un nouveau sponsor, Tinkoff Bank, Saxo Bank, Tinkoff Bank. Oui, Tinkoff qui était un peu le précurseur de Katusha. Hein. Exactement. J'ai couru avec une équipe Tinkoff qui est un amoureux du vélo aussi, du côté des Pays de l'Est. Qui n'est pas dans la misère, hein. Pas du tout. Qui a bien réussi dans les affaires, exactement. C'est toujours un plaisir de voir des gens réussir dans les affaires et investir dans le cyclisme. Alors, du côté de Saxo Bank, c'est vrai qu'on doit aussi se poser des questions. On n'a pas le leader Alberto Contador pour les raisons évidemment que tout le monde connaît au départ de ce Tour de France. Donc c'est une équipe qui est un peu perdue, qui va probablement essayer de se glisser. Avec les homonymes Sørensen, pour une fois aucun n'a d'ailleurs de maillot national. Voilà, on a préféré jouer la carte de l'équipe. Mais c'est vrai que cette équipe n'a pas véritablement de coureurs capables de briller au général. D'ailleurs, je crois qu'elle pointe à la dernière place du classement par équipe. Bon, je crois que c'est une année de transition pour les coureurs de Bjarne-Riis. Avec Nick Noyens qui est là, le grand malchanceux des classiques et qui lui, s'il se fixe une étape, peut nous valoir une belle satisfaction. Et ça peut être un bien. C'est ce que je disais tout à l'heure pour Roland aussi. Roland a eu un accident en début de saison. Mais en général, un coureur qui est victime d'une chute ou d'un accident en début de saison est un coureur qui arrive frais au mois de juillet et un coureur qui a envie de se battre, donc qui réalise pourquoi pas un bon Tour de France. On nous signale le 3e temps intermédiaire pour Ladanius, le coureur de la Française des Jeux. On n'a pas encore eu l'occasion de vous parler des coureurs français, si vous êtes nombreux à nous suivre de l'autre côté de notre frontière. Donc Ladanius, il y a un temps intermédiaire qui est fourni à peu près à la mi-course, après le boulevard de la Sauvenière et la rue de l'Université, pour ceux qui connaissent, du côté du quai de la Goffe. C'est exactement là. Goffe chez les bateliers et les pêcheurs indiquent un endroit plus profond. Et c'est là qu'il y a le traditionnel marché dominical de la Batte. Liège, la Meuse, ses différents ponts, ses quais. Vous le savez, sa place Saint-Lambert, son palais des Princes-Évêques et son classement pour l'instant en 4 secondes. Grifko, le spécialiste, Cummings, le jeune britannique, et Voigt, le vétéran allemand, se tiennent donc en 4 secondes. 7,28, le temps à battre depuis un bon moment. Et je regarde un petit peu qui peut. Je vois aussi que le Belge Wijnants a fait un temps très intéressant. 5e temps intermédiaire pour Wijnants. Et De Weert, 9e temps intermédiaire. Donc, on va essayer d'avoir les temps, évidemment, maintenant des coureurs belges qui sont déjà arrivés. Je ne sais pas si vous voulez noter. Cédric, De Weert est 29e, il concède 22 secondes. Donc on peut mettre peut-être son temps 7,50 pour De Weert. Ce qui n'est pas un mauvais temps, puisque ce n'est pas un spécialiste du prologue. Il est devancé par Jan Jezelink, le coureur belge de la formation Cofidis, qui fait un temps de 7,44. Et qui fait son premier tour. Premier tour. Juste devant lui, Martin Weymans, qui fait un temps de 7,43, soit 15 secondes de plus que le meilleur temps. Et alors je pense qu'il doit encore nous rester Roulans, qui lui est pour le moment 40e Roulans, et qui fait un temps de 7 minutes 58 secondes, soit très exactement à 30 secondes de Grifko. Voilà pour les coureurs
Belges qui sont passés jusqu'à présent. Le prochain qui devrait arriver, c'est Van Summeren, juste après Boasson Hagen. Attention, la Danius. La Danius qui avait un temps intéressant, puisqu'il avait le 3e meilleur temps intermédiaire. Est-ce qu'il peut garder cette 3e place? A-t-il perdu un tout petit peu? Très légèrement, oui. Ouais, il a un petit peu faibli sur la fin. Enfin, c'est très difficile d'analyser. Hein. Les autres ont peut-être été un petit peu plus solides. Farah avait le 4e temps intermédiaire. Et donc la Danius, 3e au temps intermédiaire, mais qui ne rentre pas dans le top 5 provisoire. Oui, vous savez, David Millar, ancien spécialiste, il va falloir voir son temps. Mais vous savez, sur un prologue, c'est difficile de gérer son effort. On ne peut pas se dire, la première partie, on l'a fait plutôt à 80% et on donne tout dans le final. Sur 6 km 500, il faut tout faire à fond. C'est parti pour Millar. Partir à fond, accélérer à la mi-course et terminer au sprint. Exactement. C'est toujours c'est la philosophie du cycliste. La définition du contre-la-montre. Mais le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Et c'est beaucoup plus dur. Un nouveau sponsor aussi pour la formation Garmin, puisqu'elle s'appelle Garmin Sharp. Voilà, ça nous évite de redire Barracuda. Voilà, parce qu'il est arrivé en 3e position. Comme l'Union cycliste internationale n'autorise que 2 sponsors. 2 sponsors titres, évidemment. Vous pouvez avoir 50 sponsors si vous voulez. Une bonne position. On voit que David Millar est un spécialiste de l'effort en solitaire. Nous étions avec le Varlet. Théâtre Royal, Opéra Royal de Wallonie. Sous vos yeux, magnifique demeure l'Opéra Royal de Wallonie, et de forme, c'est pas facile à dire ça, hein, parallélépipédique. Parallélépipède. Pas facile, hein, on le dit une fois de suite. Façade décorée d'une colonnade de marbre et classée patrimoine protégé de Wallonie. La statue qui se trouve devant l'opéra, c'est celle du liégeois André Grétry. Mais voici l'Écossais David Millar, qui n'a pas été top dans son bouquin quand même, au sujet de... Il a quand même dit des choses, mais voilà, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire sur feu Frank Van Den Broek. Je ne sais pas si dans ces cas-là... Je suis quand même très partagé. Voilà, enfin non, je ne suis pas partagé, je trouve que c'est pas top de sa part. Peu importe. En tout cas, lui, c'est un spécialiste, certainement, de ce genre de... Je ne sais pas trop ce qu'il faut dire parce qu'il en a gagné, mais avec ses aveux de dopage, on lui a enlevé aussi certains de ses succès importants, la plupart donc dans les chronos. 3e tout de même à Rotterdam, le dernier prologue, donc il y a 2 ans, à 20 secondes de Cancellara, juste derrière Cancellara et Martin. Donc ça veut quand même dire que Millar, dans un bon jour sur ce type de parcours, doit peut-être pouvoir faire un top 5. Il était 5e du prologue à Luxembourg en 2002, 2e du prologue à Paris en 2003, et il a gagné le prologue, mais c'était le Millar d'avant, hein. Je le précise, je dois le redire, il a gagné le prologue de Futuroscope il y a 12 ans, donc lors de l'année 2000. Oui, et cette équipe possède de nombreux coureurs capables de briller dans l'exercice en solitaire. C'est souvent cette équipe d'ailleurs qui brille quand il y a un contre-la-montre par équipe. Donc on a Zabriskie, on a de très bons coureurs, de spécialistes. On a vu tout à l'heure la fréquence de pédalage qui était très élevée de David Millar comparativement par exemple à un Bert Grapsch. Alors attention, ça c'est une portion évidemment où le coureur ne peut pas pédaler au risque de toucher la pédale au sol et de chuter. C'est assez difficile à négocier. C'est un des rares passages techniques. Voilà, c'est un passage où on est obligé à un moment donné d'arrêter de pédaler, de reprendre sa respiration, et on est reparti pour le 2e sprint. Eh bien, à propos de respiration, on va en prendre une petite, d'accord? Une petite page de publicité. Vous restez avec nous. Tout à l'heure, nous aurons aussi Olivier Gaspard qui est au bord de la ligne et qui va recueillir les impressions des principaux coureurs. Vous restez bien avec nous. Une page de pub et puis on vous donne le temps de David Millar. A tout de suite. Oui, j'entends parfaitement. Merci. Est-ce qu'il y aura moyen de me faire un top dans 20 minutes? Sera-t-il possible de me faire un top dans 20 minutes? Merci. Merci.
Nous revenons en direct avec au départ Tony Galopin, l'un des petits prodiges du cyclisme français, bien en famille avec son oncle, un des directeurs sportifs de l'équipe Radio Shack. Tony Galopin au départ, mais Millard à la mi-course au niveau du quai de la Goffe. Eh bien, Millard ne faisait, j'ai envie de dire, que le 9e temps provisoire à 3 secondes. Hein, c'est pas beaucoup, mais à 3 secondes de Grifko. Alors que Corron, de l'équipe Liquigas, Corron fait le 5e temps à 2 secondes de Grifko. Donc, temps intermédiaire qui vous sont donnés maintenant. Oui, on revient avec David Millard. On avait l'impression d'une très bonne vélocité, mais évidemment, vous savez, vous êtes à 2-3 secondes et vous perdez 8 places sur un prologue du Tour de France. 3 secondes, c'est rien du tout, mais c'est 8 places. Voilà, et il reste encore une petite centaine de coureurs à s'élancer. Donc évidemment, on comprend aisément qu'une petite faute dans un virage à la relance, ça puisse vous faire perdre 5 à 10 places. Et la foule, elle est là, en réponse, notamment à un papier paru dans un journal néerlandophone hier matin, et en disant que la présentation des équipes avait été, je cite, décevante et qu'on n'avait pas vu beaucoup de monde. Ben oui, on peut toujours être là pour critiquer, c'est vrai. La foule, elle est là, elle est présente. Dans cette belle ville de Liège, la région wallonne, appelée Wallonie après la conquête de la Gaule par Jules César, c'était en 57 avant Jésus-Christ. Les habitants de la région sont appelés les Wallahs, W-A-L-H-A, par les Germaniques. Le terme Wallonie semblerait venir de cette appellation, mais sera employé pour la première fois en 1844. La province de Liège, très active, on le sait, quand même avoir des arrivées des 3 grands tours, on ne soulignera jamais assez ça. Alors Millard, il lui reste combien? 16-15 secondes pour essayer de battre Grifko, avec une portion où toute la puissance peut jouer, puisque rappelons-le, le vent est là défavorable. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien non, Millard ne gagnera pas le prologue. Il termine tout juste deuxième, donc il devance Voigt et Cummings, le nouveau top 5 du prologue. 1 Grifko, 2 Millard, 3 Cummings, 4 Voigt et 5 Kittel. Oui, il a mieux fini, hein. Il avait le 8e temps intermédiaire, ça veut dire que David Millard est peut-être parti trop lentement, tout simplement. Il a fait jeu égal avec Grifko sur la deuxième moitié, il était déjà à 3 secondes. Alors là aussi un nouveau sponsor, hein. Orica. Devant Green Edge pour Daniel Lancaster. Alors attention à ce coureur. Lancaster, vainqueur du prologue du Tour d'Allemagne en 2008, vainqueur du prologue du Tour d'Italie en 2005, donc maillot rose. Et je l'ai vu se classer cette année 7e du prologue du Tour d'Italie. Donc voilà un coureur qui devrait pouvoir se classer dans le top 10. Très certainement, très probablement. Je vous ai parlé il y a quelques instants de cette magnifique sculpture, le plongeur. C'est une œuvre du sculpteur roumain que vous connaissez bien, Cédric Idel Janchelevici. Et une statue, une sculpture en polyester creux sur structure métallique. Et vous voyez qu'il n'y a pas qu'une statue. Il n'y a pas qu'une statue. Oui, on ne peut pas être passionné de cyclisme. C'est l'heure de la sieste. Ils ont l'air très heureux, très heureux. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Vous voyez, ces ronds-points qui cassent le rythme, évidemment, et qui empêchent les purs rouleurs de pouvoir profiter, justement. On revient avec Galopin, qui effectue lui aussi son premier Tour de France. C'est toujours impressionnant de disputer son premier Tour de France. Et pas parce qu'il est pistonné. Parce que là, franchement, lui, il a... Non, mais il faut vraiment le dire. On peut parfois croire, c'est vrai qu'il y a le fils Bernaudot qui est dans son équipe, c'est vrai qu'il y a le neveu Galopin qui... Oui, mais non, celui-là, vraiment, il va falloir faire le tour avec le numéro 13. Vous auriez dit oui? Ah oui, absolument. Pour disputer votre premier Tour de France, vous êtes... Mais vous êtes très copain avec Nico Matin, vous, pourtant. Je pense qu'il va mettre un dossard à l'envers. C'est-à-dire que quand, en général, un coureur hérite du dossard numéro 13, il en met un à l'endroit, un à l'envers. D'accord. Comme ça conjure le mauvais sort. Il y a quand même beaucoup de coureurs superstitieux. Absolument.
Vous étiez superstitieux? J'avais quelques petites manies. Vous savez, ça remonte à ma carrière. Je ne vais pas tout dire, hein, non plus. Non, il n'y a rien de spécial. Lors d'un championnat de France amateur, j'avais mis mes dossards la veille de la course. Vous savez que tous les coureurs ont leur dossard la veille du départ. Et j'avais épinglé mes dossards sur le maillot la veille. Et le lendemain, j'ai fait une course. Écoutez, vous la gardez 2 secondes, vous nous la racontez, vous ne l'oubliez pas. On a Farrar à l'interview, je suis désolé, je vous interromps, on y va priorité au direct, mais vous ne passerez pas à côté de cette explication-là. Tyler Farrar, je pense, avec Olivier. Tyler, ben voilà, votre avis sur ce prologue dans les rues de Liège. D'abord sur le parcours, sur les conditions climatiques, c'était comment? Je pense que c'est bien, c'est un bel parcours. Il y a plus vent que j'ai pensé. Quand j'ai fait l'entraînement, je ne sens pas beaucoup. Mais en course, on sent bien. Mais ça va, comme j'ai dit, c'est un bel parcours. Le public sur ce prologue? Oui, bien sûr. C'est le Tour de France, c'est toujours le plus grand. On sait que vous êtes un sprinter, mais c'est un domaine où vous vous comportez bien normalement sur le prologue. Votre avis sur votre performance aujourd'hui, c'est quoi? On va voir. Je ne suis pas un coureur qui peut gagner le prologue au Tour, mais je voudrais faire un bon résultat. On va voir, je ne sais pas. Avec le vent, c'est plus pour un coureur de puissance de chrono, mais on ne sait jamais. Et votre favori pour aujourd'hui, Tyler, c'est qui? Je pense qu'Ancelar, il est favori, mais je ne sais pas, Wiggins aussi, il marche bien. Merci Tyler Farrar. Oui, et on précisera que Tyler est 8e pour le moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Kevin De Weert, qui était, tenez-vous bien, au premier pointage, donc à la mi-course, Kevin était 11e et il termine 36e. Donc Kevin n'avait que 4 secondes de retard sur Grifko, il termine avec 22, il en a donc perdu 18 dans la deuxième moitié. Alors peut-être un petit ennui mécanique, ça peut... C'est possible. Hein. Ouais, probablement pas une crevaison parce qu'il aurait perdu beaucoup plus, mais ou un petit ennui mécanique ou tout simplement il est parti en sur-régime. Vous savez, quand vous partez trop vite, vous perdez de nombreuses secondes dans la partie finale et il faudrait peut-être essayer de savoir auprès de Kevin De Weert ce qui s'est véritablement passé. Meilleur temps pour Lancaster. Lancaster qui bat pour la première fois, premier coureur à battre Grifko, il le bat de 3 secondes au temps intermédiaire. Oui, les Australiens qui apprécient ce genre d'effort. Alors Galopin qui va confirmer qu'il a énormément de qualité dans ce genre d'exercice et qui va faire un remarquable prologue. Oui, et qui est surtout là pour apprendre aussi. Hein. C'est un grand champion de devenir. Ouais, il a du tempérament. Et regardez, c'est un très bon prologue pour lui. N'oubliez pas, c'est la première fois qu'il le fait, 21e provisoire. C'est surtout le temps, 14 secondes. Donc il peut être très satisfait de sa première. Oui, je voudrais tout simplement revenir sur une précision Oui, allez-y. De Tyler Farrar. Il disait évidemment que les coureurs ont reconnu le parcours ce matin et que cet après-midi, il avait l'impression que le vent était bien plus puissant. Et je crois que ça risque d'être évidemment l'élément perturbateur sur le reste de la journée. Alors la guerre des guillemets qui fait visiblement... qui a fait exploser l'image. Ben, voilà, elle est magnifique évidemment au pied de la colline de Cointe. Liège devenant une étape importante du TGV entre Bruxelles et Cologne. Une gare moderne adaptée à l'accueil des voyageurs et donc née après un concours international d'architecture. C'est un Espagnol, Santiago Calatrava Valls, homonyme d'ailleurs d'un coureur qui se trouve chez Vacances Soleil, et que sera confié en 1996 la réalisation de ce projet. Déjà, c'est le même architecte qui avait construit la gare de Zurich, de Lyon-Saint-Exupéry, et la gare d'Orient à Lisbonne possède une très belle voûte d'arc qui lui donne donc des airs de cathédrale moderne. Inaugurée le 18 septembre 2009 en présence du prince Philippe. Sa construction va accompagner une refonte partielle des quartiers des Guillemins. Voilà donc la gare des Guillemins. Les coureurs passent par là. Et donc le parcours, pour ceux qui connaissent, c'est assez simple. C'est l'avenue Rogier. Cette avenue avec sur la gauche le parc d'Avroy où se dressent les belles sculptures dont c'est l'équestre de l'empereur Charlemagne, le boulevard d'Avroy, et puis on passe via les églises Saint-Jacques-le-Mineur et la cathédrale Saint-Paul au boulevard de la Sauvenière qui a longtemps accueilli l'arrivée du temps de Claude Criquelion, notamment de Liège-Bastogne-Liège. On
passe aussi devant la basilique Saint-Martin, tout près, là où ont eu lieu les funérailles de Julie et Mélissa, les petites victimes, ont été donc célébrées en la basilique Saint-Martin le 22 août 1996. La rue de l'Université avec l'Opéra Royal de Wallonie, la place du Ventoux, la rue des Croisiers, le quai Roselle, le quai sur Meuse, le quai de la Ribuée, le quai de la Batte, où est donc situé juste un petit peu plus loin au quai de la Goffe le premier pointage, la place Saint-Lambert et le retour à l'arrivée. Lancaster qui avait donc 3 secondes d'avance sur Grifko et qui réalise le meilleur temps. Voilà, je vous rappelle que cet homme a gagné le prologue du Tour d'Italie il y a de cela 7 ans, donc porté le maillot rose, donc ça n'est pas une grosse surprise de voir Lancaster pour le moment en tête de ce Tour de France et qui détrône donc à l'instant Grifko. Oui, ces coureurs australiens qui sont habitués à réaliser de belles performances sur la piste et qui évidemment, dès qu'ils ont face à eux un prologue, les motivent comme pas possible. Oui, on a vu Impey qui a aussi fait une très bonne épreuve, le Sud-Africain, puisqu'il est momentanément 11e. Et Brett Lancaster, il est plus tout jeune, hein, il aura 33 ans cette année. Et il fut champion du monde de poursuite par équipe à 3 reprises, champion olympique de poursuite par équipe aussi en 2004, donc maillot rose grâce à sa victoire dans le prologue du Giro en 2005. Et il gagne peu, mais je l'ai dit qu'il avait aussi gagné un prologue du Tour d'Allemagne. Il avait remporté la 2e étape du Tour de Californie à Santa Rosa. C'est son dernier succès jusqu'ici. C'était il y a de cela 2 ans, donc Lancaster pour le moment en tête avec le même patronyme et les mêmes initiales d'ailleurs que l'acteur américain Burt. Tout le monde s'en souvient bien sûr. Alors André Greipel, on le verra peut-être demain, s'est fait faire un casque avec un gorille, c'est son surnom. Et donc voici Greipel. Est-ce que Greipel, avec sa musculature tout à fait exceptionnelle, regardez ses mollets, regardez ses cuisses. Impressionnant. Est-ce qu'il peut nous faire un prologue à la Farah? On va voir, mais il est vrai que Greipel a cette fois-ci un petit avantage psychologique, enfin, peut-être dans sa carrière par rapport à Cavendish, qui est quand même son cauchemar, hein, il faut bien le dire. C'est que cette fois, Cavendish n'aura pas un véritable train. Il n'a plus Renshaw, il n'aura pratiquement que Heisel pour l'aider, peut-être un petit peu Knees, mais c'est très peu, tandis que lui, eh bien, il a une véritable armada, on l'a dit. On aurait bien voulu voir Van den Broek d'ailleurs avec autant d'équipiers que Greipel, mais ça c'est une autre affaire. Boasson Hagen. Alors, Boasson Hagen au départ, lui, c'est un gars qui peut nous faire quelque chose. 9e à Rotterdam, il y a 2 ans, il était très jeune aussi et inexpérimenté. Il avait concédé 32 secondes à Cancellara. Et là aussi, on va un peu voir les rôles. Cavendish, Boasson Hagen d'un côté, Froome, bien sûr Wiggins de l'autre. Il y a quand même des très grands noms dans cette formation. Ce coureur norvégien est véritablement à l'aise sur tous les terrains. C'est vrai qu'il est capable de briller sur tous les types de terrains, à part peut-être au sommet d'un col à 2000-2500 mètres d'altitude. Mais c'est vrai qu'il peut nous réaliser une belle performance aujourd'hui. En tout cas, il va donner le maximum. Ce qui va aussi être intéressant ce soir, c'est de regarder le classement par équipe. Vous savez, le soir d'un prologue, quand on est coureur cycliste, c'est un des classements que l'on regarde parce que c'est aussi significatif de la force de frappe collective sur ce Tour de France. Et il est clair qu'il vaut mieux faire partie des 5-6 meilleures équipes ce soir, c'est-à-dire le classement sur les 3 meilleurs coureurs, plutôt que d'être en fin de classement. 5e meilleur temps pour Dries Devenijns à la mi-course. Dries Devenijns est parti très très fort. Il a accompli les 3 premiers kilomètres 200 en 3 minutes 43 secondes. Il concède 5 secondes à Lancaster et seulement 2 à Grifko. Espérons qu'il ne fasse pas la même course que De Weert, qui est toujours 14e dans ce classement. Mais on va voir si Dries Devenijns, qui est très bien parti véritablement. Voilà, le tout c'est de pouvoir tenir ce rythme évidemment. On retrouve Thibaut Pinot qui effectue lui aussi son premier tour. Et qui a beaucoup de talent. On attend énormément de ce jeune coureur français. Donc il ne faudra pas confondre. Il y a Pinot
Pinot, P-I-N-O-T. Et alors il y a 2 homonymes, Pinot, E-A-U, un donc dans cette même équipe. C'est le moins connu, c'est Cédric Pinot. Cédric Pinot. Oui. Et l'autre, c'est évidemment Jérôme qu'on connaît le mieux, qui est dans l'équipe de Patrick Lefebvre, l'équipe Omega Pharma. Voilà, un coureur, Thibaut Pinot, qui est aussi capable de grimper très haut avec les meilleurs dans les difficultés. Alors cette équipe FDJ a été exemplaire dimanche dernier lors du championnat de France. Un doublé. Exactement. Il y a 2 coureurs, 2 jeunes coureurs français exceptionnels. C'est donc Bouhanmi et le deuxième c'est Demar. Ces 2 coureurs font 1 et 2. Les Français attendent presque depuis Darriga. On va dire avec Esclassan, Moncassin, mais il y en a tellement peu. Enfin, ils ont 2 champions et on n'en prend aucun des 2 sur le tour. Oui, alors c'est Utarovic qui est le sprinter. Ça doit être terrible quand même. C'est terrible, mais c'est un peu compréhensible. C'est vrai que ce lancer lors de sa première année pour Arnaud Démare, je parle, Bouhanni est à sa 2e saison, mais c'est peut-être un peu prématuré de se lancer dans une épreuve comme le Tour de France. Enfin, Kittel est là. Oui, Kittel est là, il a peut-être un petit peu plus de foncier, mais c'est vrai qu'en général, la règle, c'est de ne pas lancer la première année un coureur dans un grand tour, puisqu'il faut le laisser mûrir progressivement. C'est vrai que quand vous devenez champion de France, c'est difficile. J'imagine que du côté de Marc Madiot, on a dû se poser la question, parce que c'est quand même un coup publicitaire fantastique aussi d'avoir le champion national dans son pays, dans son équipe sur le Tour de France, dans son pays, on l'a évidemment. Greipel à 7 secondes, concédé 7 secondes dans la mi-course, ça le met quand même au-delà de la 15e place pour le moment. Alors que Pinot est donc à l'arrivée, oui, et il fait un bon chrono. Oui, si on a dit que celui de Galopin était bon, celui-ci est très bon. 12e place. Grande qualité. Bon, je suis sûr qu'on va reparler de lui, plus de 50 km/h de moyenne. Et nous avons Millard à l'interview. Millard, donc, qui est 3e provisoire du classement à 7 secondes de Lancaster. Oui, Rodrigo, après Tyler Farrar, on s'intéresse au parcours de David Millard. David, votre avis sur ces 6 km 400 d'abord? Pour moi, c'est un très beau parcours, c'est très physique, c'est pas du tout technique. Alors ça va montrer directement qui est fort, parce qu'on ne peut pas se cacher. Le vent peut jouer un rôle important sur le final? Non, entre les mieux, non. Parce que je pense... non, pas grand-chose, sauf si ça change. Content de votre performance, à vous? Oui, ça va, parce que déjà je suis content d'être là après les derniers quelques jours. Alors ça va. Merci David. Et Boasson-Hagen fait le meilleur temps à égalité avec Lancaster. Les 2 hommes sont départagés, tenez-vous bien, par 20 centièmes de seconde en la faveur de Lancaster. Donc pratiquement le même temps. Boasson-Hagen est parti très vite. Attention, c'est lui le prochain qui peut peut-être battre le meilleur temps. C'est la pression dans les pneumatiques. Le voici. Pneumatique avant, je pense. Oui, Boasson-Hagen qui va flirter évidemment avec le meilleur temps quand il va passer la ligne. Quand on entend ce que disent Farrar et Millard, c'est vraiment ça, c'est la puissance. Donc ici, la puissance va parler. Gros moteur et Boasson-Hagen, il aime ça. Il aime ça plus que tout. Oui, et pour gagner le Tour, il faut un gros moteur. Donc forcément, le podium, je dirais, à Paris doit quand même être parmi les meilleurs aujourd'hui sur ce prologue à Liège. Il y a Greipel qui pioche un peu plus, pédale un peu avec les épaules. Alors c'est vrai que pour un sprinter, bon, le premier temps intermédiaire, à mon avis, risque d'être meilleur. On risque de voir Greipel fléchir dans la 2e partie. On va avoir une courbe descendante dans la performance. Regardez, visuellement, on le voit, il est en train de piocher, il est en train de rechercher un petit peu son second souffle. Et des fois, on ne le trouve jamais. Concernant Greipel, c'est vrai que l'arrivée demain sur Serein risque d'être quand même un peu difficile. On doit déjà avoir l'esprit tourné un petit peu plus loin. Boulogne, c'est aussi difficile. Donc c'est vrai qu'il y a quelques jours... Mais on a vu un drôle de Cavendish à l'Étoile Electro Tour. Hein, on a vu un drôle de Cavendish qui est capable, qui s'est entraîné sur des parcours un peu plus difficiles. Donc attention, il ne faut pas l'éliminer trop vite, mais non plus Cavendish. Qui compensera peut-être l'absence de son train. D'autres qualités, regardez la bouche grande, ouverte et forte de Greipel. Qui fait pas un mauvais temps non plus. Non, écoutez, il était au-delà de la 15e place à la mi-course, donc il a plutôt bien fini. C'est parce qu'il se faisait vraiment mal. C'était pas mal.
50 et demi de moyenne. C'est une indication en tout cas de son état de forme et de fraîcheur pour le moment. Greipel. La moto qui est un peu près de Boasson On Hagen. ne nous a pas donné le temps de Devenens et je ne le vois de nouveau pas dans les 15 premiers, ce qui aurait un effet étonnant. Voilà, et 26e à 18 secondes, il a eu le même coup que De Weert. Il faudra peut-être quand même qu'on se parle dans l'équipe. Oh là là, meilleur temps pour Boasson Hagen. Voilà, oui, donc il était exactement dans le même temps que Lancaster, il était avec 20 centièmes de retard. Il lui reste 4 secondes pour essayer de battre Lancaster et c'est fait. Non, 67. Ils étaient sur les mêmes... Ils étaient vraiment sur les mêmes bases. Hein. Exactement. À peine un 67 peu centièmes. plus d'une demi-seconde de différence. Mais voilà, Edvald Boasson Hagen, il est là, déjà présent. Et j'ai l'impression, quelque chose me dit que les Sky vont de nouveau faire quelque chose de grand aujourd'hui. N'oubliez pas que Kné, c'est 8e provisoire. Et on doit encore avoir les Froome, Rogers, Porte et bien sûr Wiggins. Ça risque ce soir d'être l'équipe numéro 1 au classement par équipe. Et évidemment, ça donne le ton. Mais je pense que ça ne va pas surprendre le peloton, vu leur aisance sur le dernier Dauphiné libéré. Voilà, Grifko qui devait s'impatienter. Regardez, maintenant il peut rentrer à l'hôtel, se doucher. Il sait qu'il ne devra pas monter sur le podium ce soir. 7,24. Donc vous voyez, on ne descendra pas sur les bases de 2004. Visiblement, le vent est plus puissant aujourd'hui et plus fort. Et les 300 mètres peuvent aussi expliquer que les coureurs perdent quelques secondes. Encore une vue de la Cité Ardente. Son surnom vient du titre d'un roman chevaleresque de 1904 de l'écrivain et homme politique belge Henri Carton de Biard, qui retrace le sac de Liège en 1468 par les troupes de Charles le Téméraire. Et voici donc la basilique Saint-Martin. On vous montre maintenant. Donc ici qu'ont lieu les funérailles de Julie et Mélissa, fondée cette basilique par l'évêque Héracle à partir de juin 965. C'est pas pour rien aussi qu'un des surnoms de la ville de Liège, c'est la cité aux 100 clochers, possède un patrimoine religieux très très important. Thanks for coming to my birthday. Oui, on l'a pas souvent vu avec un sourire pareil, lui. C'est son anniversaire, 29 ans aujourd'hui. Allez. Un autre anniversaire, celui de Sylvain Chavanel, qui fête ses 33 ans aujourd'hui. On est sûr de boire une petite coupe ce soir du côté de la BMC et de chez Omega Pharma Quick Step. Exact. Alors, Marcus Burkhardt porte le numéro 2, le numéro d'Ossa numéro 1 étant pour Cadel Evans. Pour le moment, pas de changement au niveau des meilleurs temps intermédiaires. Oh. Ça vous donne envie, hein? C'est oui. La deuxième fois regardez de manière envieuse. Des plaisirs pour tous. Fontaine de Jouvence. La foule pour vous montrer ici Vigano, un ancien coureur de la formation Léopard. Qui a été aussi chez Quick Step, il était un de mes coéquipiers en 2007. David Vigano, qui est aussi à l'aise dans des sprints massifs. Capable de se glisser dans de bonnes échappées. Je pense que la formation Lamprey est venue ici avec des ambitions probablement de placer au mieux Alexandro Petacchi dans les sprints sur cette première semaine. Et puis après, il va falloir voir ce qu'un coureur comme Scarponi va pouvoir faire dans la montagne, en sachant évidemment qu'il a participé au Tour d'Italie. Oui, c'est ça. Donc Scarponi, Basso et Ciodal est là.
Beaucoup de coureurs ont participé au Tour d'Italie, n'ont participé à aucune compétition et viennent reprendre goût à la compétition sur ce Tour de France. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir aussi le comportement d'un Basso, d'un Schmid, d'un Heyzedal, O'Grady. Ancien vainqueur de Paris-Roubaix maintenant. Kiwi. Au départ, O'Grady, 6e du chrono de Strasbourg, celui remporté par Ushoft à 4 secondes ce jour-là du Norvégien. C'est vrai, il a le poids des ans, mais il aime bien motivé, les chronos. des chronos comme ça. Et évidemment, O'Grady qui se dit qu'il n'en fera sans doute plus beaucoup des prologues. Probablement. Hein. Et pourquoi pas. Il a été maillot jaune aussi, Stewart O'Grady, qui a réalisé une belle carrière et qui sert un peu de capitaine de route dans cette équipe australienne, dans laquelle Robbie McEwen a pris sa retraite. Et le coup de pédale de Vigano. Voilà, roue lenticulaire à l'arrière, classique pour une épreuve contre la montre, et une jambe de 5-6 cm à l'avant. Peut-être qu'un coureur comme Cancellara mettra un peu plus large, encore qu'avec le vent, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. Vigano qui faisait partie donc de l'équipe qui a quitté le Tour d'Italie il y a un peu plus d'un an suite au décès de Wouter Weiland. Et c'est un constat qu'on fait évidemment. Bonen pas là, Weiland malheureusement qui nous a quittés. On se retrouve encore dans cette situation à laquelle les Belges n'étaient guère habitués. C'est un Tour de France sans sprinter. Le seul qui peut peut-être envisager quelque chose, il est très jeune, très inexpérimenté. Son premier tour, c'est le petit Boukmans qui vient dans l'équipe Vacances Soleil. Mais donc c'est très très rare évidemment de se retrouver dans une situation pareille. Nous qui avons pendant plus de 20 ans, si pas dominé, en tout cas chaque fois eu un mot important à jouer depuis Musée, Nelissen, Stels évidemment, Bonen, Stegman, hein, on a gagné en 2007. On a gagné 2 à Gand et sur les Champs-Élysées. Donc c'est évidemment un petit peu particulier de se retrouver cette fois dans des emballages finaux, d'autant que quand on voit par exemple une de nos grosses équipes, l'équipe Lotto, va jouer à fond Lotto Belisol pour un sprinter Greipel. C'est évident. Mais voilà, c'est la réalité actuelle. Nous avons un problème dans ce domaine-là. D'un autre côté, à cette époque-là, dès que nous arrivions dans un col de 3e ou de 2e catégorie, c'était fini pratiquement. Et ici, avec des Van den Broek, des Van Endert, n'oublions pas non plus que ce qu'a montré Thomas de Gent au Tour d'Italie est vraiment très, très, très encourageant. Il faut voir, on attend avec impatience de Gent encore l'année prochaine au départ du prochain Tour de France. Zubeldia qui fait le 4e meilleur temps, le coureur espagnol de l'équipe Radio Shack à la mi-course. Zubeldia 4 secondes derrière Lancaster et Boasson Hagen. C'est la seule petite différence qui peut être marquée pour le moment. Je vous propose de tourner notre deuxième et avant-dernière page de publicité et nous revenons ici avec les temps que nous attendons dans quelques instants pour O'Grady. On aura aussi Gutiérrez, attention, multiple champion d'Espagne contre la montre Larsson dans la foulée. On va avoir Cavendish également et Kleuden. Ce sont les prochains coureurs dans les minutes qui viennent qui vont arriver. On se retrouve dans quelques instants après cette page publicité. Merci d'être avec nous. Parfait. Mais je n'ai pas entendu le top après 20 minutes. Si on peut me le donner un peu plus fort. Il faut peut-être travailler l'organe un peu plus fort. Merci. Merci. Ok.
Retour en direct sur la route du prologue du Tour de France 2012 avec José Ivan Gutiérrez, multiple champion d'Espagne contre la montre. Mais il y a maintenant, c'est une tendance, ça n'est plus un hasard, l'effet mentionné chez De Weert et chez Devenaerts vient de se répéter avec le pourtant très expérimenté Zubeldia qui était 4e à la mi-prologue à 4 secondes et qui se classe maintenant 15e à 13 secondes. Ils sont nombreux à s'éteindre quelque peu dans la seconde moitié. Ça n'est pas un hasard, Cédric. Non, ça n'est pas un hasard. Je crois que c'est vrai que ça peut arriver à un coureur, mais quand on a plusieurs coureurs à la suite qui réalisent de mauvaises performances dans la deuxième partie, c'est-à-dire qui gèrent peut-être mal cet effort, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est l'analyse que fait Jonathan Wouters, qui est le manager général de la formation Garmin Sharp, qui dirige David Millar. Il a suivi David Millar dans le contre-la-montre. Et si vous voulez, en suivant David Millar, il a plutôt tendance, lui, à donner Cancellara ou Sagan vainqueurs, parce qu'il a l'impression que le circuit est plus physique que technique, avec un fort vent quand même qui pénalise les coureurs dans la partie finale. Bon, ça peut encore changer. On vient de voir Gutiérrez, le coureur de l'équipe Movistar. Savez-vous qu'il y a 8 ans, sur ce même parcours, Gutiérrez avait fait 3e à 5 secondes seulement de Cancellara. Et le 2e, c'était Lance Armstrong. Donc oui. Qui lui était à 3 secondes. Donc, il n'avait concédé que 2 secondes à Lance Armstrong en 2004. Gutiérrez, vice-champion du monde contre la montre en 2005. Donc attention, évidemment, à lui, on aura peut-être une référence intéressante dans quelques minutes. Je voudrais quand même revenir. On a été coupé par l'interview de Farah, O'Grady. On va attendre O'Grady et puis vous allez quand même nous finir votre histoire de superstition. Hein. Ah, la superstition du dossard. Vous n'allez pas y échapper. On commence une histoire. On doit toujours la terminer. Alors, O'Grady. Qui sera battu aussi. Quatorzième temps pour O'Grady. Bah oui, pouvait-il attendre plus? Je pense qu'il est à peu près à sa place. Exactement. Alors, la superstition. La superstition, je vous disais évidemment que quand j'étais chez les amateurs, j'avais un jour accroché mon dossard à mon maillot la veille du championnat national. Et le lendemain, ça a été une épreuve terrible. J'ai eu de mauvaises jambes, tout s'est mal passé. J'étais pris dans une chute et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai renouvelé l'expérience quelques mois après et rebelote en collant mon dossard, en épinglant, puisqu'à l'époque, on n'avait pas des dossards autocollants. Il fallait les épingler au maillot. J'avais de très mauvaises sensations. Donc, depuis ce jour-là, je n'accrochais plus jamais mon dossard la veille de la course au maillot. J'attendais le matin même. Mark Cavendish, il n'a pas son maillot de champion du monde, tout simplement parce que c'est un prologue. Et que c'est pas lui le champion du monde de l'épreuve en solitaire. Le temps de Van Sumeren qui vient de passer 31e temps final. 7,43, c'est le 2e meilleur belge pour le moment. Il est devancé d'1 seconde par Dries Devenaerts. Alors Gutiérrez, on vous l'a suffisamment